Merci à vous d'être là, d'avoir bravé les embouteillages pour certains d'entre vous, pour partager avec moi la révolution que nous sommes en train de vivre en ce qui concerne le diagnostic médical. C'est une vraie révolution. J'espère que je vais vous l'illustrer, que vous en serez convaincus en quittant cet auditoire. Je vais vous faire une courte introduction pour vous donner certains points, des points qui me paraissaient importants, pour après pouvoir vous montrer comment nous élaborons le diagnostic complet des pathologies dans les hôpitaux. Alors, pourquoi cette introduction? Pourquoi parler du diagnostic? Parce que j'entends trop souvent autour de moi des patients qui disent « mais pourquoi il leur faut trois semaines pour nous dire quelle maladie nous avons ?» Ou certains patients, même plus graves encore, plus anxiogènes, on m'a dit que c'était bénin, maintenant c'est malin et je dois avoir une chimiothérapie. Pourquoi tous ces changements? Vous allez comprendre que tous ces diagnostics sont très complexes et la difficulté du diagnostic réside dans le fait qu'il n'y a pas un seul test, une seule chose à faire. Il y a énormément de données à compiler, à mettre ensemble pour pouvoir poser un diagnostic. Je vais prendre comme exemple le cancer parce que c'est peut-être une des pathologies où il est facile d'illustrer cet aspect diagnostique, mais vous pouvez vous dire que toutes les maladies présentent également la même difficulté, que ce soit des maladies chroniques, des maladies inflammatoires, infectieuses. Dans le cancer, on verra que l'analyse morphologique est très importante et Robert vous a parlé de centre d'imagerie. L'imagerie est très importante, mais ce n'est pas toujours, comme vous le pensez, uniquement la radiologie, les résonances, le scanner, mais bien d'autres choses. On va de l'infiniment grand, le patient, à l'infiniment petit, l'ADN, voire même plus petit. On y reviendra. Ce diagnostic a pour base la morphologie, mais Robert a aussi également utilisé le terme biomarqueur. Pourtant, on ne s'est pas beaucoup concerté avant ce soir. Et donc, les biomarqueurs, c'est vraiment très, très important. On parlera de biomarqueurs qui peuvent aider au diagnostic, évaluer le pronostic des pathologies et theranostic, mot un petit peu exotique, provenant des Français, de nos chercheurs français, les Américains n'utilisent pas ce terme, qui veut simplement dire, évaluer la manière dont un patient va répondre à un traitement. On parlera d'immunohistochimie, tu en as parlé aussi, et de biologie moléculaire, et puis quelques mots sur le futur, comment effectivement allons-nous nous développer dans les années qui viennent. Le diagnostic des maladies est complexe. Pourtant, il ne faut pas se leurrer, c'est une étape essentielle. Un patient mal diagnostiqué est un patient mal traité. C'est clair. Et c'est à partir de ce diagnostic que le choix du traitement va être décidé. Il n'y a aucun intérêt à multiplier des diagnostics, à les complexifier, sauf si il y a un bénéfice pour le patient en matière de choix thérapeutique. Et ce diagnostic, évidemment, doit être posé le plus rapidement possible, avec une robustesse majeure. Il faut évidemment que ce diagnostic soit fiable et il y a peu de place pour le doute. Mais vous devez savoir que la médecine est très, très certainement une science, mais il y a encore du doute. Il y a un doute au niveau de la médecine, il faut l'accepter. Le plus rapidement possible, je voudrais simplement vous dire que parfois il ne faut pas aller trop vite, qu'il vaut mieux avoir un diagnostic robuste. Et les maladies, excepté certaines, celles qui sont plutôt celles que l'on traite chez mon collègue Jean-Louis Vincent en soins intensifs à l'hôpital Erasme, mais la majorité des maladies, on peut prendre le temps de poser correctement un diagnostic. Le bénéfice qu'on va y gagner pour nos patients est tel que le temps est permis. Il vaut mieux un bon traitement, un diagnostic robuste que d'aller trop vite. Le cancer, pourquoi choisir le cancer? Excusez-moi, je n'ai pas encore bien dominé l'engin. Voilà, pourquoi choisir le cancer? Bien, le cancer, c'est une maladie que nous connaissons tous, soit personnellement, soit à travers nos amis, notre famille. Et ces chiffres sont époustouflants. Ils datent de 2011. Les Américains ont une manière de dire les choses très, très cash. Aux États-Unis, plus d'une personne par minute décède du cancer. Chez nous aussi, en Europe, il y a évidemment le même type de pathologie, la même épidémiologie. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres précis. Qu'est-ce qui est prévu pour 2035? Vous le savez tous, la population vieillissante.
La pollution est là, notre manière de vivre là aussi. Les cancers vont augmenter, nous le savons, 24 millions prévus pour 2035. Un peu d'optimisme. Si les cancers augmentent, nous les traitons de mieux en mieux. L'histoire du cancer du sein est quand même extraordinaire. On voit très très bien ce qu'on a pu faire grâce un petit peu à tout ce que je vais vous montrer après. Lorsque l'on voit qu'en 1977, seuls 3 millions des patients étaient ce que les Américains appellent des survivors, étaient guéris du cancer, eh bien on voit qu'en 2014, 14,5 millions sont des survivors. Donc on guérit mieux, on en diagnostique plus précocement et on les guérit mieux, mais le diagnostic est aussi mieux posé. Il y a également tout un pan qui vous a aussi été illustré en introduction, qui est celui de la recherche. Je ne vais pas vous parler énormément de recherche, je vais vous parler de clinique, de diagnostic clinique, mais bien entendu, la recherche et les nouveaux traitements nous ont permis de faire un bond terrible dans le gain de pronostic pour nos patients. Et je vous conseille, en sortant, de lire, d'abord d'acheter ce livre d'une de mes collègues, Françoise Meunier, qui est présidente de l'EORTC et qui décrit très très bien dans son livre publié auprès de l'Académie, très très bien comment s'est constituée cette recherche sur le cancer au cours du temps et à quoi elle... tous les pans différents qui sont également très très complexes. Le cancer, sans rentrer dans des détails fondamentaux, le cancer, vous le savez très bien, c'est des cellules qui vont se mettre à proliférer et à se trouver à des endroits où elles ne doivent pas se trouver. Donc le cancer, c'est une cellule qui va prendre toute une série de propriétés qui sont délétères pour son hôte, à savoir l'homme ou la femme qui malheureusement l'abrite. Ces fonctions sont des fonctions qui sont liées à la prolifération. La tumeur va grossir parce que les cellules prolifèrent, aussi à l'invasion. Les cellules vont se mettre à migrer, elles vont pénétrer les vaisseaux, se retrouver dans la circulation sanguine. Et toutes ces fonctions que les cellules normales n'ont pas, excepté certaines, le placenta, la grossesse, mais c'est vraiment très, très, très épisodique et encore réservé aux femmes. Et toutes ces fonctions sont liées à des anomalies moléculaires, on y reviendra, et de multiples anomalies moléculaires. Cette simple diapositive pour vous convaincre qu'au niveau d'une même tumeur, au niveau d'un même cancer, il y a une très très grande hétérogénéité. Et on verra également qu'au niveau de tous les cancers, il y a une très très grande hétérogénéité aussi. Hétérogénéité telle que certains cancers ne doivent même pas être traités parce qu'ils ne vont pas entraîner le décès du patient. À l'opposé, certains cancers vont entraîner très très rapidement le décès du patient. Donc ne parlons pas du cancer, parlons des cancers et de leur hétérogénéité. Je vous ai dit que le diagnostic n'a d'intérêt que si le traitement, n'a d'intérêt que par le traitement qui en découle. Le diagnostic simplement n'est pas tellement important. Et pendant des années, les pathologistes ont complexifié les diagnostics du cancer. Seul est important, ce qui va donc entraîner une modification du traitement, entraîner une modification de la prise en charge. Donc, deux petits mots sur le traitement des cancers. Vous avez les traitements locaux, la chirurgie, la radiothérapie qui est un traitement local, la chirurgie qui peut être curative lorsque vous avez une résection totale et lorsque le cancer est pris suffisamment tôt. Curative veut dire que le patient est guéri, est tout à fait guéri. Lorsqu'il y a une résection partielle, le chirurgien permet également d'avoir des traitements adjuvants et permet d'avoir des périodes sans récidive très très longues qui peuvent atteindre 10, 15, 20 ans. Je pense par exemple à certains cancers du sein. Et donc on peut aussi parler de curatif. Donc la radiothérapie qui peut être donnée seule, qui peut être donnée en association avec la chirurgie. Et donc vous voyez déjà qu'on est dans la multidisciplinarité comme le diagnostic. Et puis, beaucoup plus récemment, la chimiothérapie qui est systémique, qui est donnée en intraveineuse. C'est un traitement très différent, qui peut être donné soit seul, c'est rarissime, en général on va plutôt la combiner à la chirurgie et à la radiothérapie. Et lorsqu'elle est donnée seule, il faut savoir que cette chimiothérapie va essentiellement, la chimiothérapie classique, avoir pour cible les cellules qui se divisent, qu'elles soient cancéreuses ou non.
Et donc, vous comprenez déjà que ces drogues cytotoxiques qui ciblent les cellules qui se divisent va avoir des effets secondaires, essentiellement au niveau des tissus qui se divisent rapidement, comme par exemple le follicule pileux, et entraîner l'alopécie, la perte des cheveux des patients sous chimiothérapie, également des problèmes gastro-intestinaux, l'épithélium digestif étant un des épithéliums qui se renouvelle le plus rapidement dans le corps humain, dans la situation normale. En parallèle à ces thérapies classiques du cancer, est apparu des thérapies très, très particulières. On est passé, de quelque chose de global, où toutes les cellules étaient la cible des drogues, à ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Un des grands gains dans la lutte contre les cancers du sein, du côlon, du poumon, et d'autres encore dans les années qui vont venir, est lié aux thérapies ciblées. Alors une thérapie ciblée, c'est un traitement au laser. On va utiliser des molécules qui vont bloquer le développement des cellules cancéreuses en interférant avec des protéines spécifiques à la tumeur, spécifiques aux cellules cancéreuses, nécessaires pour le développement de ces cellules cancéreuses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont que présentes au niveau des cellules cancéreuses, mais elles sont en tous les cas largement surexprimées. Ce qui veut dire que les effets secondaires, bien qu'étant présents, sont nettement moins importants. Mais ils peuvent être très importants dans certains cas. Donc ce n'est pas encore vraiment le choix, le gold standard, mais c'est déjà une grande avancée dans la manière dont on traite les cancers. Donc ces molécules qui vont s'exprimer au niveau des cellules cancéreuses sont nécessaires pour que la thérapie ciblée puisse agir. C'est en général des anticorps, comme les anticorps que nous développons dans les phénomènes d'allergie. Donc des anticorps qui sont manufacturés par des industries pharmaceutiques, dirigés par exemple contre des récepteurs de croissance. On y reviendra, des récepteurs de croissance nécessaires pour que les cellules tumorales puissent grandir. Ou alors des petites molécules inhibitrices de voies de voies métaboliques qui sont nécessaires aux cellules cancéreuses pour se multiplier, migrer, donner des métastases. C'est vraiment un des pas en avant majeurs dans le traitement du cancer et dans d'autres traitements aussi, mais il a complètement modifié la manière dont le diagnostic doit être posé, puisque pour pouvoir donner ces traitements, vous devez prouver que la cible est bien présente au niveau des cellules cancéreuses. Et c'est tellement, quand je dis vous devez prouver, c'est une obligation. Alors comment le gouvernement a transformé cette obligation, qui est une obligation basée sur des données scientifiques, évidemment très très robustes, eh bien en publiant un arrêté royal dans lequel il imposait, pour le remboursement de toutes ces thérapies ciblées, qui coûtent très très cher, comme vous le verrez, la mise en évidence de la cible. Vous allez me dire, c'est logique, c'est vrai, on donne un traitement ciblé, si la cible est présente, mais vous verrez combien c'est parfois très compliqué de mettre en évidence une cible, et combien, dans notre monde médical, ce genre de thérapie a grandement modifié le diagnostic. En parlant de thérapie ciblée, on parle déjà de médecine personnalisée. La chimiothérapie classique, cytotoxique, vous la donnez, j'ai envie de dire quasi, les chimiothérapeutes ne vont pas aimer, mais quasi, quel que soit le cancer. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, vous allez donner cette thérapie ciblée si la tumeur présente la cible. Et donc, on arrive déjà à ce qui est, à mon avis, la grande révolution du traitement du cancer, c'est la médecine personnalisée. On ne va plus traiter votre cancer parce qu'il appartient à un groupe de cancers général, mais bien parce que c'est votre cancer et qu'on l'a caractérisé de manière spécifique. Et ça va être, à mon sens, la grande, c'est une révolution en cours, la grande avancée des années futures dans le traitement du cancer. Quelques exemples qui sont déjà
d'actualité, je veux dire. Les patients sont déjà traités comme cela. Donc vous avez là les molécules, peu importe les noms. Vous avez ici la leucémie myéloïde chronique, carcinome du sein, de l'estomac, et vous avez les cibles à mettre en évidence. On reviendra sur tout ça en détail. Donc très important, parce qu'évidemment, on va sélectionner des patients qui vont répondre au traitement. Et donc ces cibles, la mise en évidence de ces cibles est vraiment majeure dans le diagnostic. Mais vous devez vous rendre compte que pour les hôpitaux, c'est très complexe. La prise en charge va changer. Pour les patients aussi, parce qu'avant, vous receviez une chimiothérapie en intraveineuse, vous veniez à l'hôpital de jour, vous mettez votre Baxter, on surveillait vos paramètres, on regardait les globules blancs, on regardait tous les effets secondaires potentiels. Ces thérapies ciblées, ce sont des pilules, ce sont des médicaments à prendre per os. Le patient est à la maison, il reçoit un petit booklet en disant si vous avez la peau de vos mains qui devient rouge, faites attention, revenez à l'hôpital, c'est probablement un effet secondaire. Et donc, il y a un changement important dans la prise en charge. Prise en charge qui est à la fois partagée avec le patient et le clinicien, et je m'en réjouis, parce que je pense que c'est important. La médecine, qui était une médecine doctorale, elle s'est terminée. Le patient est preneur dans sa thérapie. Il y a énormément de choses. Il y a aussi des considérations économiques. Lorsque c'est un rapport américain qui évalue le coût de ces thérapies ciblées, juste pour vous donner un exemple, pour 8 semaines de traitement d'une thérapie ciblée, vous êtes à presque 40 000 $. Si vous donnez une chimiothérapie classique, vous êtes à 63 $. On comprend pourquoi le gouvernement a voulu limiter l'utilisation uniquement au cas où ces thérapies auraient un effet. Donc, je vous l'ai dit, is my cancer different? C'est clairement la question que va vous poser le patient quand vous lui annoncez qu'il a un cancer. Après avoir abasourdi par la nouvelle, il va vous demander « et j'en ai pour combien de temps? Est-ce que vous avez un traitement ?» La réponse, après autant d'années de diagnostic, la réponse, je peux vous le dire, elle est quasi impossible. Vous allez répondre par rapport à des cohortes, c'est-à-dire en général, les patients, vous avez lu des publications et des études épidémiologiques. Le patient, ce qu'il veut, c'est savoir lui. Et toute cette thérapie ciblée et tout ce diagnostic ciblé va permettre de répondre à cette question. Et Robert a utilisé la même phrase dans son introduction, sans concertation. C'est clair que ça, c'est le futur. The right drug, le bon médicament, la bonne dose, ça je ne vais pas vous en parler, mais lisez le livre de Françoise Meunier-Carpentier, elle vous l'expliquera. For the right patient, bien sélectionner le patient, at the right time, ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est le follow-up des patients et savoir quand il faut traiter cette tumeur. Ces tumeurs sont hétérogènes dans les différents clones cellulaires, dans la manière dont elles se comportent à un moment donné, mais elles vont aussi changer au cours du temps. Les cancers changent au cours du temps et il faut de temps en temps les réanalyser pour être sûr qu'une nouvelle cible n'est pas apparue, dans une récidive par exemple. Je terminerai cette introduction peut-être en étant un peu plus théorique sur le biomarqueur, un terme qui a déjà été utilisé. C'est important, les biomarqueurs. Un biomarqueur, c'est une molécule dont la présence ou l'absence est associée au diagnostic de cancer. Donc, va nous aider dans le diagnostic, à son évolutivité, est-ce qu'il va être très agressif, est-ce qu'il va donner des métastases, pronostic, et à la réponse thérapeutique. Donc, nous allons utiliser énormément de biomarqueurs, ce que les pathologistes d'il y a 50 ans ne faisaient pas. Simplement, ils utilisaient leurs yeux et la morphologie. Ce biomarqueur doit être spécifique. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Il est plus ou moins spécifique. Donc, heureusement qu'il y a toujours la capacité d'analyse humaine derrière le biomarqueur. Donc, on n'est pas dans le dosage de glycémie, je veux dire. Ce n'est pas un test qui va vous donner un résultat. Il doit être sensible, il doit être reproductible et il doit être sous forme de test. Je ne vais pas beaucoup parler de l'industrie, mais l'industrie pharmaceutique est très importante, évidemment, dans le développement de ces thérapies ciblées, comme je vous l'ai montré. Mais l'industrie du diagnostic, et en Wallonie, on peut en parler, nous avons énormément d'industriels qui ont misé sur le diagnostic. C'est très, très important.
le chercheur va découvrir sur des modèles animaux in vitro une molécule qui pourrait être un biomarqueur de quelque chose d'important, mais entre le moment où il l'a découvert et le moment où vous allez implémenter ce biomarqueur au lit du patient, il y a énormément de choses qui doivent se passer. Il faut prouver la spécificité, la sensibilité, quelle dose doit-on utiliser, est-ce qu'il est reproductible. Tout ça est très très important, ça prend des années et des années. Pourtant, c'est majeur. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de la recherche dans ce domaine, la recherche en diagnostic, en test diagnostic. La cible, je vous en ai déjà parlé. Encore un petit mot pour ceux qui n'ont pas les notions encore bien en tête de ce que font nos petites cellules, et parce que évidemment nos biomarqueurs ils vont être de différents niveaux. Dans chaque cellule, vous avez un noyau, je vous en illustrerai quelques-uns, qui contient tout votre code, qui est votre computer, qui est donc votre logiciel. Ce logiciel, c'est en fait l'ADN découvert en 1953 par 2 prix Nobel, on y reviendra. Et cet ADN, c'est une suite de 4 bases. Donc 4 bases qui sont donc situées les unes à côté des autres et dont la suite va permettre de faire vivre nos cellules, de nous faire vivre et parfois de créer des maladies. Et donc cet ADN va être transcrit donc, sous petites parties, sous forme de petits patrons. Donc l'ADN, c'est le modèle, et puis vous avez des petits patrons d'ARN messager. On peut utiliser les lettres et les mots pour, in fine, être traduits en protéines. Les protéines, c'est évidemment les acteurs. C'est ce qu'on va trouver au niveau de tous nos systèmes. Toute notre physiologie est portée par des protéines. Et ces protéines, c'est par exemple les protéines musculaires qui vont rendre la cellule cancéreuse très migrante. Eh bien, ces protéines musculaires vont être codées par un mRNA, donc un ARN messager, qui provient d'un ADN. Vous imaginez ce qui se passe dans le cancer, une altération, un mRNA anormal et une protéine anormale. Et ça, c'est une diapositive que l'une de mes collaboratrices, Niki Dan, aime beaucoup. Je l'ai prise uniquement pour vous montrer ceci, parce qu'elle m'a fort étonnée, j'y avais jamais pensé. Eh bien, cet ADN qui a été découvert en 1953, pour le coder, si une secrétaire devait taper la suite de bases, parce qu'il y a 3 billions de bases, il lui faudrait 50 ans. Donc il n'y a que 4 bases, 4 lettres pour le code, mais 50 ans pour aligner la suite de bases qui représente tous nos gènes, tous nos chromosomes, et en fait toute notre mémoire, qui change aussi évidemment au cours du temps et en fonction des maladies. Il n'y a pas un seul biomarqueur pour diagnostiquer le cancer. C'est un Graal de se dire tout le monde le cherche. Si vous suivez la littérature, très souvent, il y a encore 6-7 mois, un de mes collègues français faisait la une du Paris Match, c'est un chercheur extraordinaire, et dans le Paris Match, il était interviewé en disant « Je pense que j'ai trouvé le biomarqueur du cancer du poumon ». Oui, il a trouvé une molécule qui est présente dans le sang et qui permet de supposer que les patients ont un cancer du poumon. Mais on a déjà eu la même chose avec l'antigène carcino-embryonnaire il y a 30 ans, le CEA. On était persuadé que c'était un marqueur de cancer, et puis on s'est rendu compte que les fumeurs avaient un taux de CEA élevé. Et donc ça, c'est le problème des biomarqueurs. Quand on les découvre sur les modèles in vitro, sur les modèles animaux, on a l'impression qu'ils sont spécifiques, on a l'impression qu'ils sont vraiment très bien ciblés. Et puis quand on veut les appliquer en clinique, ça ne fonctionne jamais à 100%. Vous comprenez bien que le diagnostic du cancer, ça doit être une très haute spécificité, une très haute sensibilité. Donc, j'adhère à cette pensée, même si elle est un petit peu pessimiste, et on peut continuer à chercher, peut-être qu'un jour on dirait que c'est faux, mais je n'y crois pas. C'est quoi le biomarqueur du cancer? C'est tout ça, c'est tous les médecins dans les hôpitaux, c'est le radiologue, c'est le généraliste, c'est le généticien, c'est le biologiste clinique, c'est tous ces gens qui vont faire ce diagnostic. Et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Votre diagnostic, qu'il soit de cancer ou autre, c'est toute une équipe. Et le généraliste a un rôle très très important. C'est lui qui est la première voie d'entrée, très très important. Et puis, vous aurez l'unité de diagnostic. J'en ai peut-être oublié certains, mais le trépied, c'est l'imagerie.
la radiologie, le scanner, PET scan, la biologie clinique, très importante, les prises de sang, et l'anatomie pathologique que vous connaissez beaucoup moins, on y arrivera. C'est ces 3 unités qui vont aboutir dans le cancer, en tous les cas, et pour une grande partie des pathologies, vers le diagnostic. Je vais vous illustrer la séquence du diagnostic tel que nous la vivons dans les hôpitaux, en partant du diagnostic de maladies cancéreuses, évidemment. Un patient arrive, ici vous avez un exemple, avec des symptômes, une hémophtysie, quand il tousse, il y a des filets de sang, et on fait une endoscopie, on trouve une masse. En général, on fait les deux. On fait un thorax, donc on réalise un CT scan, une résonance, on met en évidence une masse, vous la voyez là. Mais ça peut être autre chose. Ici, vous avez une lésion thyroïdienne, simplement à la palpation, on observe quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une biopsie. Le pathologiste va arriver ici en première intention. La biopsie sera faite sous endoscopie, sous palpation. Vous avez une petite lésion cutanée, un névus, un grain de beauté qui devient un petit peu irrégulier, on va vous l'enlever, c'est une biopsie. Et donc le pathologiste va faire un premier diagnostic. Très important ce premier diagnostic sur un petit prélèvement. Et il va déjà proposer toute une série de lésions. En général, il y a des diagnostics pour lesquels on a un degré de certitude à 100% déjà à ce moment-là. Parfois, le degré de certitude est un peu moins élevé. En tous les cas, sur cette biopsie, il va donc poser un diagnostic de soit non, c'est non tumoral, c'est inflammatoire, ou alors c'est tumoral, c'est une tumeur bénigne, une tumeur maligne, voire une lésion précancéreuse. À partir de là, une décision va être prise par le clinicien. Donc le lien pathologiste-clinicien est très important. Il va donc remonter vers son clinicien en lui disant « Écoute, voilà, je pense que c'est non tumoral, c'est inflammatoire, au contraire, c'est bénin. » Et tous ensemble, pour les tumeurs malignes en tous les cas, tous ensemble, c'est une obligation en Belgique et dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis, de décider ensemble au cours d'une commission oncologique multidisciplinaire comme ce que l'on va faire pour le patient une fois qu'un diagnostic de cancer est posé. Et très souvent, on va opter pour une chirurgie. La chirurgie, la pièce opératoire, va être analysée par le pathologiste qui va confirmer, infirmer, améliorer son diagnostic fait au niveau de la biopsie. Et en général, la chirurgie ayant été faite, il va, au cours des commissions oncologiques multidisciplinaires, une décision de traitement adjuvant sera proposée, oui ou non. Donc, c'est 2 niveaux de diagnostic à des moments différents. Donc, vous voyez déjà toute la complexité sur du matériel très différent. Ici, je vous montre une biopsie, c'est très petit. C'est une biopsie de prostate. Ici, vous avez une lésion pulmonaire, mais les biopsies pulmonaires sont encore plus petites, parfois très petites, vous voyez. On va travailler sur du matériel de petite quantité. Vous verrez que ça a son importance après. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce matériel? Ça, c'est l'autre exemple, parce que je vais vous illustrer les deux d'un coup. Donc, la pièce opératoire, c'est plus complexe, évidemment. Le chirurgien, ici, vous voyez une thyroïde qui a été une exérèse totale d'un lobe thyroïdien. C'est en général ce qu'il faut faire. Et donc, vous voyez que c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que vous avez un médecin ou un technicien dans certains laboratoires qui va analyser la pièce. Vous allez prendre des photos, donc déjà il y a de l'imagerie, parce qu'on va parler d'imagerie un petit peu plus tard, et les pathologistes ou le technicien va faire des prélèvements. On ne va pas analyser toute la pièce, ce n'est pas possible. Mais certains prélèvements qui sont des prélèvements importants, c'est ce qu'on appelle faire l'examen macroscopique, tout ça est standardisé, il y a des guidelines internationaux, et ces prélèvements vont être installés dans des cassettes et fixés au formol. À partir de ces cassettes, on va réaliser toute une série de choses que je vais vous expliquer après, et c'est exactement les mêmes cassettes que celles des biopsies. C'est pour ça que je me permets de vous expliquer tout cela en même temps. Donc, ces petits prélèvements dans des cassettes vont suivre une chaîne technique. Donc, ce n'est plus des médecins, ce sont des techniciens, une chaîne technique qui est construite depuis des années, plus d'une centaine d'années, elle est connue. Il y a des équipements qui sont upgradés tous les 2-3 ans. Il y a des nouveaux systèmes qui sont proposés pour améliorer la qualité du diagnostic. Ce que vous devez savoir, c'est que cette chaîne
elle va prendre environ 24 heures. Donc, le chirurgien qui sort de salle d'op et qui demande à son pathologiste « c'est quoi le diagnostic ?» C'est impossible. On peut faire des diagnostics immédiats en salle d'op, ça nous arrive, c'est une partie de notre métier, mais c'est une autre technique. Et donc cette chaîne, elle consiste en quoi? Elle consiste simplement à arrêter les activités enzymatiques des tissus, donc diminuer l'eau et le remplacer par de l'alcool, et puis enrober ce tissu dans de la paraffine, comme de la cire de bougie. Ça peut vous paraître anodin, simple, c'est une activité qui demande énormément d'expertise. Et puis, ça c'est la chose la plus importante, la coupe. Alors la coupe, ça consiste, ce petit bloc en paraffine contient l'échantillon tumoral, puisqu'on est dans le cancer. Il mesure 5 mm d'épaisseur et vous allez faire des coupes de 5 microns. Si je prends la peine de vous ennuyer un petit peu avec cet aspect technique, c'est parce que c'est un vrai trésor, ces blocs en paraffine. Ça représente un vrai trésor pour la recherche, pour la qualité de la médecine, parce qu'à partir d'un même échantillon, vous allez pouvoir décliner toute une série de techniques, appliquer toute une série de biomarqueurs. Et ces échantillons se conservent quasi ad vitam aeternam. Ils ne s'altèrent que très très peu avec le temps. Et vous voyez ces coupes, vous allez pouvoir, sur base de ce petit prélèvement en paraffine, mesurant 5 mm d'épaisseur, analyser toute une série de choses. Nous avons une obligation légale, contrairement aux autres professions, responsabilité du diagnostic de 30 ans. Quand vous faites construire une maison, c'est 10 ans. Nous, c'est 30 ans. Et c'est légitime. Ça veut dire que nous devons conserver ces petits blocs en paraffine, qui ressemblent à des petites boîtes d'allumettes, pendant 30 ans. J'ai téléphoné à mon chef technicien ce matin pour être sûr que j'avais encore les bons chiffres en tête. Pour une année, ça représente 100 000 blocs pour l'hôpital Erasme. Ça représente 200 000 lames. Pour pouvoir stocker cela, il faut mettre des dalles spéciales. Ça pèse 1 tonne les colonnes. Et je peux vous dire que le problème d'archivage est majeur. Et nous n'avons pas de société qui soit très bien développée pour archiver les blocs. Donc c'est les hôpitaux qui occupent des surfaces importantes de leur structure pour archiver ces blocs. Ça, c'est pour le côté coût-économie, pour relayer, si nécessaire, à qui de droit ce genre d'informations, parce qu'on ne le sait pas. Maintenant, pour le côté patient, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut, pour un patient qui a une tumeur, qui fait une récidive 10 ans après, un nouveau traitement qui apparaît, on n'est pas obligé de le rebiopsier, on peut le faire, mais on peut aussi évaluer la manière dont sa tumeur a évolué. Et on peut, s'il y a une nouvelle thérapie cible, puisque je vous ai dit qu'il fallait mettre la cible en évidence pour pouvoir traiter le patient, et si on ne veut pas le rebiopsier, si on ne peut pas le rebiopsier parce que son état n'est pas suffisamment bon, on peut tout faire sur ces blocs qui sont stockés ad vitam aeternam. Vous pensez bien que nous stockons pour plus de 30 ans, je crois qu'il n'y a aucun pathologiste qui a l'idée même de libérer ces blocs après 30 ans. Mais c'est un phénomène auquel il faudra penser parce que ces blocs s'accumulent année après année. Arrivons maintenant dans le centre du diagnostic. Comment fait-on le diagnostic? La première étape, elle est morphologique. Et on va directement passer au diagnostic de malignité. Et il y a tout un diagnostic différentiel, un chemin dans le cerveau des pathologistes pour voir à quel type de pathologie on a affaire. Juste vous illustrer sur quoi nous travaillons, c'est très simple. Les noyaux sont colorés en bleu, le cytoplasme en rose. Et ici, vous avez un cancer de l'estomac, et là, vous avez un estomac normal. Et donc, les pathologistes ont dans leur mémoire visuelle toute une série d'images qu'ils ont accumulées au cours du temps et qui correspondent à toute une série de cancers. Et en faisant du copier-coller, je sais que les ingénieurs adoreraient nous remplacer et utiliser des systèmes de machine learning pour faire ces diagnostics, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore d'actualité. Et donc, nous avons, pathologistes, des livres de référence qui sont édités de manière récurrente et qui correspondent aux classifications émises au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui sont basées sur des études épidémiologiques. En fait, pour être très simple, une morphologie de cancer correspond
un groupe de patients qui va répondre de telle ou telle manière à un traitement, qui va avoir un pronostic sombre ou au contraire un bon pronostic. Mais je parle bien de groupe de patients, je parle de statistiques. On est très loin de ce que je vous ai dit au début, la médecine personnalisée. C'est ça qui est d'actualité. Nous fonctionnons encore beaucoup, en termes de diagnostic, sur base de cohortes. Et donc, sur base de l'aspect morphologique, eh bien, nous allons classer la tumeur du patient que l'on examine par rapport au groupe de patients auxquels il ressemble, au groupe de tumeurs auxquels il ressemble et qui ont une évolution similaire. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle typer le cancer. Donc, et une petite remarque, ces classifications changent. Elles changent parce qu'elles s'améliorent. Et donc, l'anatomie pathologique est une science, une spécialité de la médecine qui est très dynamique. Et ça inquiète nos ministres, le fait de devoir avoir toutes ces révisions et de garder cette formation continue, parce que c'est parfois très très compliqué. Et je vous montrerai comment on a proposé, nous pathologistes, au cabinet ministériel, d'améliorer tout ça. Un exemple précis, le cancer du poumon. Eh bien, pour penser que le cancer du poumon, c'est un cancer, non. Il y a des dizaines de types de cancers du poumon différents. Et un exemple, l'adénocarcinome. Adéno veut dire constitué des glandes. Eh bien, vous voyez ici une image de cancer du poumon glandulaire, d'un adénocarcinome glandulaire. Tous les pathologistes vous diront tout de suite, c'est un adénocarcinome glandulaire, j'en suis sûre. C'est très important parce que pour pouvoir penser à donner une thérapie ciblée, bien que les choses vont peut-être probablement changer dans le futur, eh bien, il fallait d'abord s'assurer que le ou la patiente était porteuse d'un adénocarcinome pour le poumon. Les autres types histologiques ne bénéficiaient pas, en particulier le carcinome épidermoïde, ne bénéficiaient pas des thérapies ciblées, mais on y reviendra. Par contre, ici, devant ce type de cancer, moi je vous dirais qu'il y a des glandes, d'autres pathologistes vous diraient oh non, 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 tu te trompes, il n'y a pas de glandes. Il y a des cas où le doute morphologique est permis. Et il y a des discordances. On ne peut pas se permettre ces discordances. Dès lors qu'on sait qu'un traitement différent va être donné, que la survie du patient en découle, il faut qu'on ait des outils pour aller plus loin. Et c'est ces fameux biomarqueurs à visée diagnostique qui vont être utilisés. Je vous expliquerai après comment ces biomarqueurs se développent et quels biomarqueurs on utilise. On reviendra sur ce cas un petit peu compliqué. Même si on est sûr du diagnostic, tous les pathologistes vont vous dire c'est un cancer mammaire et c'est un carcinome lobulaire. De la même manière, ils vont dire c'est un carcinome luminal. On ne doit pas s'arrêter là, parce qu'on sait que certains carcinomes mammaires de ce type ou d'un autre type peuvent être plus ou moins agressifs. Et donc, les pathologistes ont développé toute une série de biomarqueurs pronostiques basés sur la morphologie. Et donc, c'est un score. Il y a énormément de scores en anatomie pathologique. Un score pour expliquer aux cliniciens, si vous êtes de grade 1, si votre patient a une tumeur de grade 1, c'est de très bons pronostics. Vous pouvez temporiser, peut-être pas nécessairement donner une thérapie adjuvante. Si c'est un grade 3, c'est catastrophique. Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Il faut une thérapie adjuvante. Comment évalue-t-on ce grade? Simplement, sans rentrer dans les détails, en regardant s'il y a des glandes, oui ou non. En regardant si les noyaux sont de petite, grande taille, irréguliers, en calculant la capacité de prolifération des cellules, en reconnaissant des structures qu'on appelle les mitoses. Moi, personnellement, je ne crois pas que je sois capable de dire s'il y a moins de 10% de glandes sur un échantillon, ou plus, ou 11%, 12%, voire même 15%. Il y a énormément de discordances par rapport, bien sûr, entre plus de 75% et moins 10%, je peux le dire, c'est clair. Bien sûr, quand les noyaux sont petits et réguliers et qui sont très très laids, on peut le dire. Mais ces classes intermédiaires, il y a énormément de discordances. Regardez les mitoses, même chose. Qui peut dire 6 ou 7 mitoses? Quel œil humain peut vraiment? Non. Là, l'ordinateur. Là, je suis d'accord avec les ingénieurs. Vous êtes plus forts que nous et vous devez nous aider. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, en particulier sur Diapat au CMMI. Et je vais vous illustrer cela. Voici un adénocarcinome du sein de grade 1, un adénocarcinome de grade 3. La différence est évidente, sans rentrer dans les critères précis.
ce n'est pas très compliqué, mais les grades 2, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Vous verrez comment beaucoup d'équipes ont essayé, en particulier l'équipe de Christos Sotiriou abordait, de nous aider pour les grades 2. Passons maintenant, je vous ai montré comment la morphologie nous permettait de faire un diagnostic et ses difficultés. Et passons maintenant aux aides, aux outils qui ont été développés. Et un des premiers outils est un outil qui applique l'immunohistochimie. Et donc l'immunohistochimie, c'est une technique, je vais directement passer à la technique, c'est une technique qui permet de mettre en évidence des molécules sur les cellules à l'aide de réactions antigènes-anticorps, comme les réactions antigènes-anticorps que nous connaissons dans les phénomènes allergiques, au niveau des groupes sanguins, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est extraordinaire dans cette technique, c'est qu'elle va mettre en évidence les antigènes in situ, sur ce petit bloc en paraffine que je vous ai montré. Donc les industries ont réussi à développer toute une série d'anticorps, de marqueurs, qui sont directement applicables sur ces petits blocs en paraffine qu'on garde aussi longtemps. Après tout ce qu'on leur a fait subir, ce tissu, on a enlevé l'eau, on a mis de l'alcool, mais malgré tout, on a gardé toute une série de protéines qu'on peut analyser. C'est extraordinaire comme outil diagnostique. Et il y a pas mal de sociétés, Rogentech en est une, dans notre tissu wallon, qui ont développé tous ces anticorps. On a travaillé avec énormément de spin-off aussi. C'est incroyable cet outil. Et je vous montre ici quelques images, parce qu'il y en a des centaines. On en utilise dans les laboratoires de diagnostic. Je vous parle de clinique, d'anapath, des centaines tous les jours. Et donc, ici, juste un exemple. Ici, vous avez une tumeur qui prolifère. Eh bien, la prolifération est caractérisée par ces noyaux bruns. C'est une molécule très spécifique qu'on appelle Ki67, peu importe, qui est présente dans les noyaux uniquement quand ils se divisent, enfin quand ils prolifèrent. Et donc, il suffit de compter les noyaux bruns par rapport aux noyaux bleus pour avoir le taux de prolifération de la tumeur. C'est très facile à faire, enfin très facile, ça a mis quelques années. Nos ingénieurs nous ont développé des outils magnifiques pour évaluer ce pourcentage. C'est beaucoup plus puissant qu'un pathologiste qui va compter des mitoses, ça c'est très clair. Il n'y a pas que ça. Regardez ici, c'est une biopsie prostatique. Cancer prostatique, ce diagnostic, il y a énormément de cancers prostatiques, c'est le cancer le plus fréquent de l'homme. On fait des biopsies prostatiques, c'est tout petit, vous avez vu. Et ce n'est pas toujours facile de diagnostiquer les lésions prénéoplasiques, le début du cancer, ou des petites cellules cancéreuses. Eh bien ici, vous avez une molécule qui est présente à la base d'une glande. Peu importe quelle est cette molécule. Lorsqu'elle disparaît, vous êtes sûr que la glande est cancéreuse. C'est un outil magnifique qui nous permet d'aller très très loin sur nos petites biopsies. Parce que le problème que nous avons actuellement, c'est que nous recevons des prélèvements de plus en plus petits et nous devons faire de plus en plus sur ces petits prélèvements. On pourrait faire tout un atlas extraordinaire comme outil. Revenons à notre fameux cancer pulmonaire. Eh bien, l'immunohistochimie, la voilà, elle va nous aider. Les adénocarcinomes pulmonaires expriment des marqueurs quasi spécifiques. Je vais vous expliquer pourquoi je dis quasi. Ici, vous avez un marqueur TTF1, c'est un marqueur qui vient de la thyroïde, mais qui s'exprime au niveau du poumon. Vous voyez combien les choses sont complexes. Dans les noyaux, qui va donc réguler un petit peu la transcription, eh bien, il est positif dans quasi 90% des cancers pulmonaires de type glandulaire. Ça veut dire que dans 10%, il ne l'est pas. C'est pour ça que je dis quasi. Et ça veut dire aussi je vous dis qu'il était positif dans la thyroïde. Donc, ce n'est pas très spécifique. Mais la cytokératine 7, elle est aussi très positive dans les adénocarcinomes. J'essaye de vous amener au fait qu'il n'y a pas un seul biomarqueur, mais qu'on va devoir utiliser plusieurs biomarqueurs. Et ce sont des signatures de biomarqueurs qu'on va utiliser. Ici, on est à visée diagnostique. Vous verrez que ça va être la même chose à visée pronostique. L'immunohistochimie peut aussi être utilisée à visée pronostique. Ici, vous avez les tumeurs astrocytaires qui, comme Robert vous l'a dit, est mon dada. Ce n'est pas de la clinique encore appliquée, je ne comprends pas pourquoi, on n'y arrive pas, mais pourtant, c'est très porteur. Donc ici, on va simplement étudier la prolifération des glioblastomes. Et vous voyez les grades, ça, ce sont des grades cliniques dans lesquels la prolifération intervient. Eh bien, ce Ki67 que je vous ai illustré, vous voyez très très bien qu'il augmente quand on passe du grade 2 vers le grade 3 vers le grade 4. La survie d'un grade 2, c'est entre 10 et 20 ans.
La survie d'un patient porteur d'un grade 4, c'est malheureusement moins de 2-3 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a une corrélation, mais on n'arrive pas à passer des données fondamentales à l'application clinique. C'est pour vous montrer combien parfois c'est compliqué. Le diagnostic, l'immunohistochimie comme aide diagnostique, le cancer du poumon, l'immunohistochimie comme aide pronostic, le glioblastome, même si on n'y est pas encore tout à fait arrivé, tumeur cérébrale, l'immunohistochimie comme aide theranostique, choix thérapeutique. Et bien ici, je pense que c'est l'exemple, et vous verrez que le cancer du sein est un exemple quasi pour tout, tellement on est loin dans le diagnostic du cancer du sein, eh bien, c'est de la theranostique. Le cancer du sein, vous savez que ces cancers sont hormonosensibles et que si on empêche les cellules cancéreuses de répondre aux œstrogènes et à la progestérone, on peut ralentir l'évolution des cancers du sein. Eh bien, il faut que ces tumeurs aient des récepteurs, évidemment. Il faut que les tumeurs soient sensibles aux œstrogènes et à la progestérone. Et donc, on va évaluer cette sensibilité à l'aide de l'immunohistochimie en regardant si les cellules sont donc positives, mais vous voyez que c'est assez complexe. L'intensité du marquage, le pourcentage de cellules marquées, de nouveau, je pense que là, les ordinateurs, l'analyse d'image, les ingénieurs, la quantification, c'est quand même meilleur que l'œil humain. Et donc, c'est des facteurs prédictifs d'une réponse au traitement. Cette patiente-ci, d'accord, la morphologie est différente, mais elle aurait pu être similaire, ne va pas répondre aux œstrogènes, aux thérapies anti-œstrogènes et anti-progestérone. Cette patiente-ci, par contre, va très très bien répondre. Vous voyez que toutes les cellules cancéreuses possèdent des récepteurs d'œstrogènes et de progestérone avec une intensité très forte. Un autre exemple de l'immunohistochimie, toujours dans le cancer du sein, encore plus complexe, puisque maintenant on arrive aux thérapies ciblées, on arrive à ces fameux médicaments dirigés contre des molécules présentes au niveau des cellules cancéreuses, R2, qui est un facteur de croissance. Les cellules cancéreuses prolifèrent très vite. Elles surexpriment les facteurs de croissance. Ou de temps en temps, leurs récepteurs aux facteurs de croissance sont comme fous, ils ne sont plus régulés, comme une voiture qui roule, pas besoin d'essence pour rouler. Et donc, R2 est très important. En parallèle aux découvertes de ces caractéristiques moléculaires des cellules cancéreuses, les industries pharmaceutiques ont développé des médicaments capables de bloquer ces récepteurs, les herceptines. Et donc, comme je vous le disais, on ne peut, c'est des médicaments qui coûtent très cher, on ne peut les administrer aux patients que si la cible est présente. Comment va-t-on évaluer la présence de la cible? Par immunohistochimie. Et regarder la manière dont on doit évaluer, moins de 10%, plus de 10%, marquage membranaire complet, etc., etc. C'est primordial pour la patiente. Si vous la gradez en 0, elle n'aura absolument pas de traitement. Si vous la gradez en 3, elle aura un traitement. Que faire pour les groupes intermédiaires? C'est vraiment très très important. Important aussi, vous pouvez me dire, mais pourquoi on ne donne pas un traitement à tout le monde? Ce n'est pas rien que le coût qui est important, c'est que ces traitements ont des effets secondaires aussi. Et donc on ne peut pas se permettre de risquer ces effets secondaires. Et voilà un exemple d'immunohistochimie sur différents cancers du sein, sans expression d'R2, avec une expression majeure. Et puis, vous voyez ces cas intermédiaires qui posent encore des soucis. Néanmoins, c'est déjà une très grande avancée et c'est ce qu'on appelle test compagnon, donc mise en évidence de la cible et la découverte de la herceptine qui sont à l'origine, en partie à l'origine des gains incroyables de survie que nous avons dans le cancer du sein à l'heure actuelle, que nous avons vu. Juste pour vous illustrer, dans mon laboratoire, depuis 1997 jusqu'à 2014, le nombre d'examens d'immunohistochimie réalisés par année, ça vous convaincra que c'est bien un outil clinique. Un petit mot sur la quantification. Je vous ai montré quelques chiffres. Ça date d'il y a 6 mois. Revue pathologiste, une lame, et ici vous avez une puce. Effectivement, quantifier les biomarqueurs, c'est très important. Et ce qu'on a développé grâce au LISA,
un des laboratoires, et on n'est pas les seuls, on voit émerger ces collaborations un peu partout dans le monde, mais nous avons développé avec l'Université de Mons, avec l'ULB, toute l'équipe de Biomet et toute l'équipe du LISA, depuis très longtemps, ces outils de quantification. On n'en est pas encore à l'application clinique. Pourtant, cela fait déjà depuis 2000 que nous travaillons sur ces projets, pour montrer combien c'est compliqué. Et qu'est-ce qui a révolutionné dans ces dernières années, j'utilise beaucoup le mot révolution, l'analyse d'image, la quantification, c'est cet engin. Ici, c'est un engin, c'est un Mamatsu, mais il y en a des Roche, toutes les grosses sociétés en ont développé. C'est un scanner de lame. Et donc, qu'est-ce que va faire ce scanner de lame? Il va scanner la lame, comme vous scannez vos documents, et il va transformer cette lame que vous avez vue, donc qui vient du petit bloc, et comme Google Earth, vous allez pouvoir vous déplacer sur cette lame, le pathologiste va pouvoir se déplacer de plus en plus près et analyser complètement la lame. Le pathologiste va pouvoir transférer ces lames par Internet, on y reviendra. Mais qu'est-ce que va pouvoir faire les ingénieurs? Ils vont se plugger sur ce pathway et vont quantifier, faire de l'analyse quantitative à partir de ces images qui ont été scannées. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tout ce qui n'était pas possible avant, avec simplement une caméra montée sur un ordinateur et une carte graphique, va être possible maintenant grâce à la standardisation, la normalisation. Et donc, qu'est-ce qu'on possède maintenant? Des outils pour nous aider à classer beaucoup mieux, par exemple, ces patients qui ont des 2+ ou des 3+ au niveau des récepteurs R2 et à donner des évaluations beaucoup plus reproductibles. On ira encore plus loin avec tous les nouveaux marqueurs qui sont en développement. Donc ici, c'est des immunohistochimies, mais pas simplement la présence ou l'absence d'une immunohistochimie, mais la manière dont les cellules se regroupent. Et je vous ai dit que le cancer était hétérogène. C'est un petit peu comme l'armée. Vous avez l'armée de l'air, vous avez la marine. Et donc, il y a des cellules qui se divisent, il y en a qui migrent, il y en a qui infiltrent. Il est très important de voir comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. Ça, c'est le futur. J'ai beaucoup parlé de discordance, de difficultés, 10%, 15%. L'analyse d'image, la quantification de tous ces marqueurs va nous aider. Mais c'est très compliqué, les cancers. Je dirais que la majorité des cas ne posent pas de problème. Mais pour certains cas, même les pathologistes les plus réputés ont difficile, n'arrivent pas à trouver une classification qui leur corresponde. Et déjà, du temps de Madame la ministre Dorette Onkelings, qui souhaitait revoir tous ces diagnostics et cette prise en charge thérapeutique des cancers, et souhaitait créer plutôt des monopoles physiques, je vais dire, c'est-à-dire, pour être très simple, telle université va s'occuper du lymphome, telle université va s'occuper de tel cancer. Eh bien, nous avons, nous, pathologistes, fait une proposition qui était beaucoup plus proche de la réalité. Avant d'être un lymphome, vous avez simplement un ganglion qui augmente de taille. Ça peut être une maladie infectieuse, une grippe. Et donc, il faut faire attention avec le diagnostic. On ne sait pas que c'est un cancer rare avant de l'avoir examiné. Et il faut garder une première ligne très forte. Donc, nous ne voulons pas de monopole pour le diagnostic de tous les jours. Ce que nous voulons, c'est une première ligne de pathologistes comme des généralistes qui vont faire une majorité des diagnostics et puis qui vont les transférer si ces diagnostics sont trop compliqués ou s'il faut des tests diagnostiques tels que je vous ai montré plus pointus à des experts. Et ces experts, qu'ils soient localisés dans les universités ou dans les laboratoires privés, il y a des experts partout, il n'y a pas de monopole universitaire, et ces experts, mais même entre eux parfois, ils ne sont pas d'accord. Et donc il y a des panels qui sont internationaux. Il m'arrive souvent d'envoyer des cas à des collègues aux États-Unis, au Portugal. On a notre petit réseau, je vais dire, d'experts internationaux. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de structurer tout ça pour la Belgique et donc de pouvoir garder un niveau de base
avec des pathologistes périphériques qui enverraient leurs lames à des pathologistes experts. Et pour envoyer les lames, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le fait déjà, vous savez, mais on le ferait de manière plus structurée, c'est la poste. Les lames, ça casse. C'est je ne sais pas combien de temps pour que les lames arrivent. Rien qui n'est tracé. On ne sait pas quand l'expert a reçu la lame. Et donc, ce scanner de lame nous permet de scanner les lames et de les transférer aussi bien entre Bruxelles et Charleroi qu'entre Bruxelles et New York, qu'entre Bruxelles et Porto, à une vitesse incroyable. Mais ce n'est pas, comme disait notre collègue Xavier Lopez, qui a donc installé le projet dont le CMMI Diapat est la plateforme centrale, ce n'est pas simplement partager des images de vacances. Il faut faire attention. Il y a Internet, il y a la confidentialité, mais il faut aussi toute cette traçabilité. Pas question de confondre deux lames, etc., etc., etc. Donc de nouveau, la technologie est au point, tout est au point, mais il faudra encore j'ai envie de dire quelques mois, mais ce sera quelques années, pour pouvoir offrir cette rapidité de diagnostic à nos patients. Mais je compte m'y atteler, et toute l'équipe aussi, et je pense que ce n'est pas un futur aussi lointain, sûrement pas un rêve. Voilà pour l'immunohistochimie. Je vais maintenant vous parler un petit peu de biologie moléculaire, d'autres biomarqueurs. Des biomarqueurs, on va remonter un petit peu plus haut. On va passer de la protéine à l'ADN. Et donc, il y a énormément de techniques différentes. Quelles que soient ces techniques, peu importe, elles vont être basées sur la reconnaissance d'anomalies au niveau de cet ADN ou au niveau du mRNA. Et ces anomalies, on les connaît pourquoi? Parce que les chercheurs fondamentaux les ont mis en évidence. Et le cancer, en fait, ce n'est qu'une dérégulation de toute une série de pathways. C'est tellement compliqué, parce que la cellule cancéreuse, elle est intelligente, elle est maligne, comme on dit. Elle va changer de pathway quand on bloque un pathway. Elle a modifié toute une série de choses. Vous voyez ici ces circuits, c'est comme tous les circuits électriques différents. Ici, vous avez le circuit de la motilité, je vous parlais des fibres musculaires, donc la vitesse avec laquelle elle va migrer, la prolifération, vous avez ici, et bref, tous ces mécanismes sont analysés tous les jours dans les plus gros laboratoires, les plus petits laboratoires de recherche, et des anomalies sont mises en évidence. Et c'est sur base de ces anomalies que, certaines d'entre elles, ont été utilisées en application clinique pour faire du diagnostic, pour évaluer le pronostic et aviser de réponse au traitement, comme je vous l'ai montré pour l'immunohistochimie. Il y a énormément de choses différentes qui peuvent arriver, c'est très, très hétérogène. Vous pouvez avoir une base qui n'est pas la bonne, une base au niveau de votre ADN. Vous pouvez avoir aussi une délétion d'une partie d'un chromosome, donc toute une série de l'ADN. Vous pouvez avoir de l'ADN en trop, vous pouvez avoir une partie d'ADN qui est sur un chromosome et pas sur un autre, des gènes qui migrent, vous pouvez avoir des gènes dupliqués, vous pouvez avoir des tas de choses. Il y a vraiment une cartographie très très importante. Donc de nouveau, nous avons besoin de chercheurs spécialisés, nous avons besoin de pathologistes spécialisés dans ces mutations, et nous avons aussi besoin d'une collaboration avec les services de génétique, qui eux connaissent bien évidemment l'ADN et les chromosomes. Juste un exemple, on reprend le cancer du sein, donc un exemple ici, theranostique, donc réponse au traitement. Eh bien, on revient sur ce fameux gène, ce fameux récepteur R2, où je vous ai montré les immunohistochimies, soit tout à fait négatives, très positives, entre les deux, on ne sait pas très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le patient? Eh bien, on va opter pour une autre technique, on va vérifier si effectivement, on va passer de la protéine au gène, on va voir si ce gène est amplifié ou pas. Donc ici, vous avez, comme dans les noyaux normaux, vous reconnaissez les noyaux, et bien ici, vous voyez que vous n'avez pas d'amplification, puisque vous avez 2 copies du gène, 2 bleus pour 2 rouges, alors qu'ici, vous avez énormément de petits points rouges, ce qui veut dire simplement que pour une cellule, pour un chromosome, ici, chromosome 17, que vous voyez marqué par ces 2 spots verts, eh bien, vous avez énormément de copies de ce fameux gène R2. Il y a beaucoup de gènes, il y aura beaucoup de protéines,
et la patiente va répondre au traitement si on bloque son récepteur. Ici, je vous ai montré une approche très simple. Un gène, un traitement. Le futur, c'est sûrement plusieurs gènes, plusieurs traitements. Et lorsqu'on voit cette diapositive donc, qui date de 2013, on voit que qu'est-ce qui va nous amener à améliorer encore notre prise en charge des patients porteurs de cancer? C'est la génomique. To make treatment decision for individual patient. Donc effectivement, c'est aller rechercher plusieurs gènes, plusieurs protéines chez un patient bien défini en fonction de traitements bien définis. Et pourquoi en est-on arrivé là? On n'aurait jamais pu imaginer ça avant, parce que l'ADN il a été découvert en 1953. Puis, le génome humain, vous avez sûrement tous entendu ça, a été complètement mappé. Ce génome humain, donc 3 billions de bases, il a été complètement mappé. Ça a mis 13 ans et ça a coûté $1 par base, 3 billions de dollars. N'imaginez pas, avec des chiffres pareils, pouvoir avoir un jour une application clinique. Or maintenant, Nikki Dan, dans le laboratoire chez nous, mappe des petites parties de tumeurs à une vitesse colossale. En 2 jours, elle peut vous donner un résultat. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises, les industries ont développé des outils de séquençage à une vitesse exponentielle pour nous permettre de séquencer de plus en plus vite, à moindre coût. Et ce qui a très certainement permis cette explosion, c'est ce qu'on appelle le NGS. C'est donc une technique de séquençage rapide, nouvelle. Et je pense qu'effectivement, Dieu peut se poser des questions. Il doit changer son password, on a tout hacké, c'est clair. Voici cette petite machine, toute petite. Ce monsieur qui l'a mis au point, qui a révolutionné la prise en charge de nos patients, parce qu'avec cette petite machine, cette petite puce, pour les côlons, les cancers du côlon, pour les cancers du poumon, nous pouvons très très vite, en 2 jours, parce qu'il y a encore une analyse statistique à faire, analyser tous ces gènes. C'est pas on n'analyse pas tous les gènes de la tumeur, mais on va chercher les gènes d'intérêt qu'on connaît. Mais c'est extraordinaire. Avec une vitesse vraiment colossale, on va pouvoir dire quelles sont les mutations. Et donc, rien que pour vous montrer de nouveau l'exemple du cancer du poumon, de l'adénocarcinome, eh bien, voilà toutes les mutations qui sont connues. On peut les rechercher en une manip. Avant, il fallait le faire de manière séquentielle. Donc, vous imaginez bien, 1 jour par manip, c'était quasi impossible. D'autant plus qu'on nous demande de faire des diagnostics sur des tout petits prélèvements. Et donc, chaque fois, vous devez réutiliser du matériel. Ici, une toute petite quantité de matériel, toutes ces anomalies moléculaires, génomiques mises en évidence, et pour chacune de ces molécules mises en évidence, un traitement. Donc c'est la manière dont on approche, actuellement, on est tout près, dont on approche la manière dont on approche la thérapie personnalisée et le diagnostic personnalisé. Cette courbe, elle a commencé un tout petit peu plus tard que la précédente, je pense, mais vous montre comment, grâce au NGS, vous voyez, c'est une courbe de test de biologie moléculaire dans un laboratoire clinique. Il n'y a pas de recherche, c'est uniquement la clinique, les patients qui bénéficient de ces tests. Vous voyez combien nous sommes dans une évolution révolutionnaire. Terminer avec la biologie moléculaire par la signature moléculaire, c'est important. Vous avez sûrement entendu parler de signature moléculaire, tout le monde en parle. La signature moléculaire, c'est l'empreinte de la tumeur. C'est très très important. Énormément de recherches fondamentales ont mis en évidence des signatures moléculaires de cancer. La question qu'on se pose, c'est est-ce vraiment la solution? Oui, bien sûr, mais à l'heure actuelle, je vais passer ces diapositives-ci, qui étaient des exemples de signatures moléculaires. Mais à l'heure actuelle,
la vraie question qu'on doit se poser par rapport à la signature moléculaire, c'est peut-on vraiment la mettre en application chez nos patients? Alors, une signature moléculaire, c'est appliquer toutes les méthodes que je viens de vous montrer, qu'elles soient protéiques, qu'elles soient génomiques, rechercher toute une série de mutations ensemble et proposer un traitement aux patients. C'est un peu ça qu'on cherche. Alors, l'équipe de Bordet, avec Christophe Sotiriou, qui vient d'avoir le prix quinquennal du FNRS pour ses travaux, était fort ennuyé parce que ses pathologistes lui répondaient souvent que les cancers mammaires étaient de grade 2. Il ne savait pas quoi en faire. Et lui, il s'est dit, je vais trouver une signature moléculaire à visée diagnostique. Mais le diagnostic n'est pas très loin de la thérapeutique, comme je vous l'ai montré. Et donc, lui, ce qu'il voulait, c'est améliorer les grades des listes que je vous ai montrées, 1, 2 et 3, surtout les grades 2. Et donc, il a trouvé, grâce à ces systèmes, 97 gènes, c'est beaucoup, 97 gènes, qui permettent de différencier des grades 1 et des grades 3. Et puis, il a travaillé sur ces grades 2. Et en travaillant sur les grades 2, il a pu isoler avec ces 97 gènes des groupes différents, en se disant que les grades 1 sont de bons pronostics et n'auront pas de thérapie adjuvante, les grades 2 de bons pronostics n'auront pas de thérapie adjuvante, 3 et 4 auront des thérapies adjuvantes. Donc, vous voyez, c'est important. Il a validé sa signature sur une cohorte quand même assez colossale de 666 patients dans des études de l'EORTC. Et puis, il s'est rendu compte, parce que la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte en plus de ce qui existe déjà? Et il s'est rendu compte que pour la population globale, ce n'était pas encore un outil vraiment suffisamment puissant. Par contre, pour des petites populations bien définies, des femmes d'un certain âge, avec des tumeurs d'une certaine taille, là, la signature était très importante. Et donc, je reviens au tout début de ce que je vous ai dit, au fait qu'il faut faire attention à l'hétérogénéité des cancers. Et donc, il n'y a pas de loi générale. Et donc, il faut faire très, très attention quand on énonce quelque chose dans le cancer. Christos n'était pas le seul à développer des signatures. Et regardez, MammaPrint, Oncotype, les entreprises étaient là, hollandaises, américaines. Évidemment, les industries pharmaceutiques poussent énormément pour développer ces signatures. Et nos patients qui naviguent sur le net, dès qu'on leur donne un diagnostic, nous demandent « Est-ce que vous pouvez me faire un oncotype ?» Parce que lorsque vous allez voir les sites commerciaux de ces sociétés, c'est très, très, très musclé. Mais il faut raison garder. La signature moléculaire d'Amsterdam est extraordinaire sur le plan intellectuel, scientifique, sur les études rétrospectives, 70 gènes. Au départ, c'était du tissu frais congelé. Bien entendu, il est important que ça soit sur ces petits blocs en paraffine dont je vous ai parlé. Commercialisé, validé. Je crois qu'il y a 7, 8, 9, peut-être même plus études de validation. Donc cette signature, eh bien, c'est une signature qui, lorsque vous analysez une population, vous analysez l'expression de ces 70 gènes, vous pourrez dire si la patiente va récidiver, oui ou non. Mais c'est de nouveau un groupe, il y a des erreurs. Ce n'est pas personnalisé, c'est par rapport à des études faites au préalable. La même chose pour le score de récidive américain, donc les 21 gènes. Et il y a énormément, moi, ce qui m'a frappé, c'est le délai entre le moment où ces études sont parues. Donc, vous voyez ici, vous avez un des journaux les plus importants en médecine, le New England Journal of Medicine. En 2002, il y avait la première étude qui validait la signature d'Amsterdam. On est en 2015. Elle n'est pas encore imposée comme guidelines. Alors que c'est une signature extraordinaire, que c'est vraiment un plus dans les études scientifiques. Mais pour les patients, non. Regardez, quand la signature est bonne, la survie du groupe de patients, et quand la signature est mauvaise, la survie du groupe de patients. Et toute la finesse est là. Un patient isolé, si vous analysez cette signature, c'est beaucoup plus compliqué. Vous ne savez pas où le placer. Simplement pour vous dire que je ne vous mens pas, que la littérature déborde de publications. Et donc, pour l'application clinique, c'est la question qu'on se pose tous. On y croit tous à ces signatures, mais faut-il les appliquer au pas? Qu'est-ce qu'on doit dire aux patients? Eh bien, l'INCa, donc l'Institut national du cancer français, je vous lis la phrase telle qu'elle est indiquée dans le rapport. Les données ne permettent pas de conclure à une valeur ajoutée. Évidemment, les ministres, ils nous demandent, mais ça coûte quand même très cher, ces signatures.
C'est vrai, ça coûte cher. C'est des plateformes, quand même, c'est plus cher que doser un récepteur d'œstrogène ou de progestérone sur une lame. Et donc, est-ce que ça a réellement une valeur ajoutée? Est-ce que les patients seront mieux pris en charge? Donc, ne permettent pas de conclure, à l'heure actuelle, à une valeur ajoutée des 2 tests commercialisés. Les données médico-économiques ne permettent pas de statuer sur le rapport coût-efficacité. Et donc, on n'a pas encore de données suffisamment robustes pour utiliser ces tests dans la décision thérapeutique. Pourtant, certains patients nous demandent d'envoyer du tissu chez Oncotype pour avoir leur empreinte. Et je trouve que c'est un petit peu complexe. C'est difficile, c'est des discussions compliquées, parce que expliquer tout ça sans avoir toutes les données de base, c'est parfois très très difficile. Et puis souvent on dit OK, on répond oui. Et on envoie le tissu parce que c'est parfois plus empathique par rapport aux patients. Et donc le futur, c'est quoi? J'en arrive à mon avant-dernière diapositive. Le futur, c'est d'intégrer correctement le diagnostic. Ce qu'il faudrait, c'est des arbres de décision. J'entends trop souvent des pathologistes qui disent « Oh, la biologie moléculaire va remplacer la morphologie », mais non, non. On va toujours commencer par de la morphologie. Et puis on fera de l'immunohistochimie. Et puis on fera de la biologie moléculaire. On enverra nos lames. Il y a une place pour tout, mais il faut savoir pourquoi. Il faut ça avec de l'efficacité. Donc, les arbres de décision, très important. La signature moléculaire, il faudra avoir des signatures moléculaires. Je suis convaincue qu'on aura plusieurs marqueurs, des marqueurs protéiques. On aura vraiment toute une multiplicité de données. On aura besoin de biostatisticiens pour nous aider. Et ça va être très important. C'est le futur. Ce testing moléculaire est très très important. Le NGS montre déjà combien, donc ces systèmes qui nous permettent de voir plusieurs gènes d'un coup rapidement, très très important. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le cancer du col, la résistance du virus HIV aux différents traitements, ça va être évalué par NGS. Le cancer du col qu'on dépiste par frottis pour le moment, eh bien, ça va être par un testing moléculaire d'HPV. Et puis, je pense que ce que Robert Muller vous a montré, eh bien, je pense que c'est peut-être le futur, sauf si on a des modèles plus de type computer ou autre, mais le modèle animal est encore, même si on peut lui émettre des remarques d'ordre éthique, mais ce que Robert Muller vous a expliqué, c'est déjà en place dans certains hôpitaux et je pense que c'est intéressant pour certains types de cancers, pas pour tous. Je pense aux enfants, au cancer de l'enfant, qui sont parfois très difficilement traitables. Eh bien, certaines équipes prélèvent une partie de la tumeur et l'injectent sur des animaux, comme Robert Muller vous l'a expliqué, et voient comment les animaux réagissent au traitement. L'animal réagit beaucoup plus vite que le patient et adapte le traitement du patient en fonction des réactions. Si l'animal ne réagit pas du tout, on arrête le traitement. Et je pense que c'est une voie très très intéressante. On pourra remplacer le modèle animal par autre chose après. Mais c'est très certainement, ceci, c'est à nos portes. Cela, c'est encore à construire. Je voudrais remercier mon équipe. Il y a des petits visages qui n'y sont pas parce qu'ils viennent d'arriver, mais ils sont très importants également. C'est une équipe magnifique et j'ai un plaisir quotidien de travailler avec cette équipe. Et je remercie aussi tous les sponsors qui ont cru en nous et qui croient encore en nous. Et je vous remercie à vous pour votre attention.